Bienvenue pour cette dernière partie d'INSEM. Il est 13 h, vous êtes très probablement en train de déjeuner, soit sur le pouce, soit vous avez pris le temps de cuisiner avec Marina. Quoi qu'il en soit, vos goûts sont là. Vous êtes plutôt salé ou sucré. D'ailleurs, manger sans sel, est-ce que c'est mission impossible pour vous? Est-ce qu'avec le temps, vos goûts ont évolué? Ou alors, est-ce que c'est toujours inconcevable de vous faire manger des endives? En tout cas, moi, c'est mon cas. N'hésitez pas, dites-nous tout, appelez-nous au 0800 3x0 900. Et de mon côté, à l'occasion de la 27e édition de la Semaine du Goût, eh bien, je vais tester votre palais avec Célia Sarossi. Bonjour Célia. Bonjour. Alors Célia, vous êtes diététicienne. Oui. Vous avez un parcours d'ailleurs assez atypique. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? Oui, alors en fait au départ je suis ingénieure agroalimentaire, spécialité en qualité et nutrition. Et ensuite j'ai bifurqué légèrement ma formation. J'ai repris un BTS diététique de manière à pouvoir prendre en charge les patients et vraiment les gens au plus près. Plus pas vraiment dans les rayons et à leur vendre des produits pas forcément bons pour la santé. Ah voilà, parce que j'hésitais à vous demander pourquoi vous aviez bifurqué pour ça. Pour ça. Bon. Alors, la Semaine du Goût, la 27e édition, ça démarre aujourd'hui. L'objectif, c'est d'éveiller le palais finalement des plus petits. Pourquoi c'est important de commencer très tôt? Alors, c'est très important de commencer tôt parce que le goût que l'on a de manière innée, c'est un goût qui est plutôt sucré. Ouais. Et du coup, c'est important d'éveiller et d'ouvrir la palette des goûts aux plus petits dès la diversification alimentaire. D'accord. Alors, la Semaine du Goût, ça se passe principalement dans les cantines, mais pas que. Dans les cantines, en classe, c'est vraiment à destination des adolescents, enfants, voire maternels. C'est vraiment eux les premières cibles de cette Semaine du Goût. Et alors vous, est-ce que vous allez faire des interventions? Oui, alors cette semaine, il y a différentes interventions. Alors déjà, dans les cantines scolaires, il y a déjà des menus qui ont été travaillés sur les thèmes des couleurs. Donc il y a des menus tout verts ou tout rouges, voilà. Plus ou moins bon, on ne sait pas, mais en tout cas, ça éveille le sens, tous les sens. Et ensuite, cette semaine, c'est donc au Collège et Lycée Saint-Paul. Les menus de la cantine ont été travaillés de manière à proposer un menu corse et bio. Donc pour faire découvrir aux enfants une nourriture bien cuisinée, maison et en plus bio, locale. D'accord. Alors, plus concrètement, ma chère Célia, pourquoi est-ce que la plupart des enfants aiment manger des frites ou des pâtes? Parce que c'est sucré. C'est sucré? Mais oui. Les pâtes, voilà, les frites, ça contient du sucre, il y a un goût très neutre, une saveur qu'on va retrouver. Salé, moi, les frites. Oui, mais la pomme de terre est légèrement sucrée. Et du coup, c'est des goûts très neutres, ça ne donne pas des goûts un peu fous comme les endives ou les épinards qui sont très verts, etc. Et en plus, l'œil fait que par goût et par ancestralité, on n'est pas habitué à manger du vert. On cherche vraiment à consommer quelque chose qui apporte des calories. C'est vraiment notre homme paléolithique qui parle. Et du coup, le but étant de survivre, etc., on est plutôt entraîné par des choses caloriques. Alors, nos petits paléolithiques, on ne désespère pas de leur faire manger des légumes. Non, on ne désespère pas, on essaye, on réessaye, on les cache s'il faut. Et de toute façon, en commençant très tôt, ça peut fonctionner. Mais on les cache sous quoi? Sous les pâtes? Alors on les cache sous les pâtes, dans des gratins, dans des cakes, dans des tartes. C'est sûr que si on les propose de manière agréable à la vue, si on les implique dans la préparation du repas, en faisant les courses avec eux, en allant au marché, peut-être en allant même dans le jardin pour cultiver avec eux, alors là c'est l'idéal. A priori c'est plus facile de les passer en cuisine ensuite. D'accord. Alors, et on sait que, juste, je vous coupe 2 secondes. Je vous en prie, Célia. Voilà. On sait que l'étude a été faite sur des carottes. Il faut proposer jusqu'à 17 fois un aliment type la carotte, sous différentes manières, pour que l'enfant puisse l'absorber avec plaisir. Un petit peu de plaisir. Bah, vous me rassurez parce que je désespérais, moi, de faire manger des légumes à ma fille. Donc, il faut que j'insiste encore. Il faut insister, il faut les cacher d'autres manières, les découper, faire des petits taillages délicats, etc. Un peu de boulot, quand même. Est-ce que pour intégrer un nouvel aliment, il faut y aller progressivement? Ou est-ce que au bout de 17 fois, ça ne marche toujours pas, je passe à autre chose? Non, on continue. Au bout de 17 fois, ça ne marche pas. On va jusqu'à 21, jusqu'à 30. Voilà, ce n'est pas un problème, on ne s'arrête pas. Mais effectivement, il faut essayer d'inclure ça dans une préparation qui est appréciée des enfants. Le chou chinois, vu comme ça en salade, ça fait quand même un peu peur. Par contre, si on le cache dans un cake, on le fait manger à l'enfant qui adore. Et au final, on lui dit, tu sais, il y avait du chou chinois dedans.
finalement, c'est sadique, cette histoire. C'est un peu sadique, mais ça marche très très bien. Bon, ça va, parce que là, je dois être à peu près à la 100e tentative de carotte, mais ça marche toujours pas. Pourquoi vers 2-3 ans, les enfants sont un peu compliqués en matière de goût? Alors, c'est l'âge difficile, c'est l'âge où l'enfant commence à s'affirmer. On parle même d'une première adolescence. Et donc, il y a des néophobies alimentaires qui se développent à ce moment-là. Donc, du coup, c'est là qu'il va facilement dire non à tout. Pas forcément au pâté, aux frites, mais non beaucoup quand même. Et du coup, tous les aliments qui ont pu être consommés auparavant, au moment de la diversification alimentaire, les petits pots d'épinards, etc., qui passaient très bien, au jour d'aujourd'hui, ça passe beaucoup moins. Mais ça revient, par contre, parce que le palais a été éduqué. Donc après, plus tard, des années après, ça peut revenir. Alors, on ne désespère pas, évidemment, on continue. Il n'y a jamais de défaite dans l'assiette, mais vous l'avez dit, ça s'éduque. Oui. Du coup, est-ce que ce n'est pas l'occasion aussi, cette semaine du goût, pour les grands de s'essayer à de nouvelles saveurs? Tout à fait, parce que finalement, on a une certaine monotonie alimentaire. On a tendance à consommer un peu tous les jours la même chose, en tout cas faire ses courses dans les mêmes rayons. Et du coup, c'est intéressant d'ouvrir cette palette-là de saveurs. Ça vaut pour tous les âges, les adolescents, les adultes. Et c'est intéressant de rencontrer peut-être même d'autres univers culinaires. Japonais, asiatiques, voilà, vraiment des goûts dont on n'a pas l'habitude. Ça, c'est vraiment important de tester au moins. D'accord, donc on se fait violence. Alors, on se demandait en début d'émission si c'était possible de manger sans sucre ou sans sel. Alors, à la fois, tant dans ce qu'on va acheter, et ça, vous devez bien savoir ce qu'il y a dedans, mais aussi en matière de goût. Oui. C'est possible. Alors, sans sel, il n'y a pas d'intérêt nutritionnel et physiologique de manger sans sel. En tout cas, de ne pas abuser du sel, ça c'est important. On consomme en règle générale entre 8 et 12 grammes de sel par jour et on recommande entre 4 et 6 grammes de sel par jour, donc c'est énorme. Mais c'est pas forcément le sel de la salière, c'est le sel de certains produits qui en contiennent beaucoup, le fromage, la charcuterie, le pain. Et du coup, c'est intéressant soit de diminuer la quantité que l'on consomme au quotidien ou la fréquence, soit d'aller sur des produits éventuellement allégés en sel. Voilà, on a une réaction de Lily qui nous dit « J'aime le sucré et le salé, mais j'essaye de privilégier les saveurs naturelles. » Voilà, c'est quand même ce qu'il faut essayer de maintenir au maximum parce que les saveurs naturelles, on va parler des céréales, des légumineuses, du coup on revient sur les légumes, etc., sont des choses qui apportent la juste dose finalement. Il n'y a pas de trop de sucre, il n'y a pas de trop de sel, c'est des aliments qui ne sont pas transformés par l'industrie et malheureusement ou heureusement, c'est quand même plus intéressant. Très bien. Alors, vous nous avez dit que le goût, finalement, ça s'éduque avec le temps, qu'il n'est jamais trop tard, mais en même temps, la perception, elle est un peu différente d'une personne à l'autre. Oui. Alors, en fait, on a 4 goûts principaux, sucré, salé, acide, amer. Et l'amertume a un seuil génétique. On est tous différents et du coup, nos parents, a priori, nous ressemblent sur notre seuil de tolérance à l'endive, au cacao. Voilà. Donc, il y a des choses qu'on peut tester pour voir un peu où on en est par rapport à ces goûts-là. Donc, c'est intéressant, par contre, d'y revenir parce que peut-être que ça peut un petit peu évoluer. Mais si vous êtes réfractaire complètement à l'endive, a priori... c'est un peu foutu. C'est un peu foutu. Alors, on est allé poser la question dans la rue, justement, pour voir si les gens mangeaient sans sucre ou sans sel. On regarde un peu ce que ça donne. Manger sans sel ou sans sucre, c'est une mission impossible pour vous? Je pense pas. Je pense que plus on se rapproche du produit, du terroir, du bon produit, de la bonne matière première, et moins c'est difficile. On peut cuisiner aussi avec les épices, il y a des arômes naturels, les fruits, enfin... Voilà, je ne pense pas que ça soit une mission impossible. C'est juste une règle de diététique et une règle d'hygiène équilibrée. Il y a longtemps que je mange sans sucre et sans sel. Parce qu'on trouve tout dans les aliments, alors on n'a pas besoin d'en rajouter. Vous êtes d'accord, c'est bien? Oui, sans rajouter, c'est bien. Alors, il y a une jeune femme qui nous a rejoint, mais de qui s'agit-il, Lisa? Bonjour, enchantée. C'est notre cobaye. Exactement. Lisa, on disait que la perception des goûts pouvait varier d'une personne à l'autre. Alors, Célia, vous avez réservé une petite expérience. Vous êtes venue avec... Me bandez les yeux. Je suis venue avec mon foulard. Je vous en prie, Célia. Voilà, je n'ai peur de rien, sauf des bonbons. Je n'aime pas ça, donc... On vous a réservé plein de bonbons, justement. Non, c'est pas... Presque. Non, mais... Donc Célia, expliquez-nous l'épreuve redoutable. Ça va? Tout va Oui. bien? Vous ne voyez rien, ne trichez pas. Hein. Non, c'est très bien. Je vais faire quand même un double nœud pour C'est être sûr sûr que ne trichez ça pas. ne glisse pas. Hop, ça va aller. Alors expliquez-nous, Alors, Célia. c'est une expérience que j'ai organisée
plutôt pour un adulte, parce que du coup, vous avez quand même un palais qui est plus développé qu'un enfant. Avec un enfant, on peut faire des choses beaucoup plus simples. Mais là, j'avais envie de vous tester un peu, alors j'espère que ça va marcher. Allons-y. On va travailler sur le sucre. Ça n'a Sur rien. le sucre, oh, ça va, vous êtes contente, C'est ça va pas être trop rassurée. difficile. Il n'y a pas Je vais d'endive. vous faire goûter. Alors, c'est un gobelet, il est rempli de quelque chose que je vais vous faire goûter et vous allez me dire ce que c'est. Alors, je suis capable de louper la bouche, hein. Non, c'est bon. Non, c'est bon. C'est extrêmement sucré. C'est du bonbon, hein, je pense. Hein. Du bonbon liquide. On n'est pas loin. Ouais, c'est Très, très sucré. c'est très, très, très sucré. Mais c'est bon ou c'est pas bon? C'est écœurant. Ah, c'est écœurant. C'est écœurant. C'est pas Super. bon. Super, c'est sucré. c'était ce que je voulais, c'est très bien. Ensuite, je vais vous faire goûter un deuxième. Bah là, c'est de la grenadine, hein, je pense. Hein. Super, très bien. Ça va Donc ça mieux va, c'est distillé, tout va bien. Tout va bien. Un troisième. On vous torture en direct, Lisa, je suis Eh désolée. ben, c'est exactement entre les deux. Ça doit être, à mon avis, plus sucré que celui que je viens de boire, mais c'est entre les deux. Super, vous avez un palais très aiguisé, je vous félicite. Merci, Célia. Et le dernier, Je vous en prie. Et là, il doit avoir à peine de Exactement. sucre. Voilà. donc en fait, ce que je voulais démontrer, ça n'a pas marché, mais c'est pas grave, vous pouvez peut-être enlever le bandeau. Oui, allez, Hein, on vous... on vous libère. D'accord. Hop. Non, c'est bon. Ah là, Super. il y arrive. Alors, l'objectif de cette expérience, Célia. L'objectif, alors bon, vous n'êtes pas tombé dans le panneau, mais c'est très très bien, au contraire. C'était de montrer que ça, c'est de la grenadine pure. Ah, voilà, d'accord. Et donc, l'excès de sucre anesthésie les papilles. Là, vous n'en avez pas pris beaucoup. Mais anesthésie les papilles, ce qui fait qu'ensuite, on ne sent pas la différence, en fait, des autres constituants. Là, vous avez, vous, bien fait la différence. Bon, je Et me du suis coup, concentrée, bravo. mais je comprends ce que vous voulez dire. Et ça fait, en fait, donc cette anesthésie, ce qui fait qu'ensuite, on va avoir tendance à sursucrer pour retrouver cette saveur-là, parce que c'est des gens, généralement, qui consomment beaucoup de sucre au quotidien, etc. etc. Donc, d'où l'intérêt de ne pas donner beaucoup de sucre aux petits. Tout à Pour fait. pas les habituer. En Parce gros- qu'en plus, c'est déjà très développé chez les petits. Mangez Vraiment. pas de bonbons, dites-nous tout, c'est ça. Non, mais moi, je mange d'autres sucres et le sucre appelle le sucre. Exactement. C'est D'accord. exactement ça. Voilà, comme quand on boit des, Qu'est-ce que quand vous on mangez voilà comme autre si sucre on boit, à mon avis, un sirop, on aura envie derrière d'accompagner ça avec du Éventuellement, chocolat, du quelque chocolat, chose de plus des en plus biscuits, sucré. toujours plus de sucre en fait. C'est de la D'accord. surenchère. Exactement. Eh bien, c'est pas Qu'est-ce rassurant. que vous prenez comme autre sucre, Lisa? Ah ben du sucre, moi je pense que je me laisse avoir par le chocolat, par plein de choses tentantes évidemment, mais j'essaye, comme disait la dame, de limiter les consommations de sucre, mais je trouve que c'est compliqué. Il y a C'est des gens compliqué. qui se lancent dans des régimes sans sucre et qui craquent assez vite parce Bien qu'on sûr. est addict. Oui, et puis il y a cette notion de plaisir. Le sucre, c'est vraiment indissociable du plaisir. Donc il faut arriver à trouver le plaisir dans des aliments qui ne sont pas trop transformés pour limiter l'apport en sucre. Du coup, le chocolat, c'est plutôt un bon exemple, parce que ça apporte quand même des choses, c'est intéressant, ce ne sont pas des calories vides. Désolée pour le sirop, mais le sirop, à part du plaisir, ça n'apporte rien. Il vaut mieux boire de l'eau et manger un carré de J'ai cru chocolat. que vous parliez de, quand vous disiez je mange d'autres sucres, que vous parliez de substituts. On avait une réaction d'un téléspectateur qui nous parlait de cassel et de stevia. Qu'est-ce que c'est? Alors, la stevia, c'est un édulcorant, plus ou moins naturel en fonction des fabricants. Et du coup, ça remplace le sucre blanc, le sucre qu'on a l'habitude de consommer. Vous faites peur avec le plus ou moins Cassel. naturel. Oui, ça dépend avec quoi il est couplé, en fait. Moi, je sais qu'il y avait des choses par type dans des boissons gazeuses dites light, Oui. des édulcorants qu'on ne connaît même pas, C'est ça. des choses inconnues, donc peut-être éventuellement dangereuses. Donc C'est ça. à Le surveiller. problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup de retours et le temps passant, on ne sait pas ce que ça peut donner. Donc, on déconseille de toute façon les édulcorants, quels qu'ils soient, chez les enfants, chez les femmes enceintes. D'accord. Alors, nous avons Olivier au téléphone. Bonjour Olivier, qui avait une question pour Célia. Donc Oui, l'autre. bonjour Célia. Bonjour. C'était pour dire que voilà, je vais faire une opération bypass. Voilà, je voulais savoir, en faisant attention, est-ce que je peux éviter l'opération bypass?
Alors, je vous recommanderais toujours de faire un travail nutritionnel avant de passer par la chirurgie, parce que la chirurgie, ça a quelque chose de définitif. Et en plus, ça ne vous garantit pas de ne pas faire attention à votre alimentation après l'opération. Donc, ce serait intéressant de faire un travail nutritionnel, voir ce qu'il peut vous apporter, au moins vous apprendre à manger équilibré. Et ensuite, si vraiment vous n'êtes pas satisfait, passez par la chirurgie. Mais de toute façon, il vaut mieux faire un point vraiment sur votre alimentation actuelle. Vous avez déjà essayé les régimes, Olivier ? Oui, j'ai essayé, mais ça ne marche pas. Le problème, je suis suivi par une diététicienne avant l'opération, vous voyez. D'accord. Bah ça, c'est bien. Je fais quand même 120 kilos pour 1m70, quoi. Je fais quand même... D'accord. Voilà. Après l'opération, ce serait intéressant de la re-rencontrer de nouveau pour équilibrer votre alimentation, même avec le bypass. Ce sera primordial pour votre santé. Là, je ne parle plus de poids, je parle d'apport nutritionnel. Ouais. J'espère qu'on vous a apporté un petit élément de réponse, Olivier. Oui. Bien sûr, je vous remercie. N'hésitez pas à nous rappeler pour nous dire de rien pour toutes les deux. Merci beaucoup. Merci également, Olivier. Merci Lisa de vous être pliée à notre expérience. Oui, du coup. Ça va. Vous reviendrez pour une autre expérience culinaire. Avec plaisir, Célia, quand vous voulez. Ça marche. Merci beaucoup, Célia. Moi, je vous donne rendez-vous demain, même endroit, même heure. On va parler des vertiges. Attention aux vertiges, vous savez, c'est pas que uniquement en hauteur, hein. C'est plein d'autres choses, le vertige. C'est peut-être même quand on mange trop sucré. Oui. On vous dira tout demain. Bon après-midi, à demain. Ciao.